C'est l'envers du décor. Kellogg's, c'est une icône du petit déjeuner américain. Depuis toujours, la marque s'est construite sur une image très simple. Des familles souriantes, des mascottes de dessins animés, et surtout, cette promesse presque sacrée, commencer la journée du bon pied. Mais quand on remonte à l'origine réelle de ce bol de céréales, on ne tombe ni sur une ferme ensoleillée, ni sur un joli conseil d'administration rempli de marketeux bien coiffés. Non. On tombe dans un complexe religieux du 19e siècle, dans le Michigan, dirigé par un médecin persuadé que le salut de l'humanité passait par les fibres et les lavements. Oui, vraiment. L'histoire de Kellogg's ne commence pas avec un entrepreneur qui voulait nourrir une nation. Elle commence avec un croisé de la pureté, nommé John Harvey Kellogg. Un homme qui croyait que les aliments savoureux menaient à la corruption morale et au péché sexuel. Il dirigeait son célèbre sanatorium de Battle Creek comme un laboratoire vivant, où il testait des théories allant du progressiste au franchement terrifiant. Et pendant qu'il mettait au point des céréales en flocons censés purifier le corps humain de tous ses maux, il organisait aussi des conférences nationales sur l'eugénisme et défendait la stérilisation des personnes qu'il jugeait inaptes. Autrement dit, derrière les cornflakes, il y a une histoire infiniment plus dérangeante que ce que la boîte laisse entendre. Au milieu du 19e siècle, Battle Creek était une ville façonnée par la religion. C'était le quartier général choisi de l'église adventiste du 7e jour, dirigée notamment par James et Ellen White. Pour les adventistes, le chemin vers le paradis passait directement par l'estomac. Ellen White prêchait un évangile de réforme sanitaire extrêmement strict. Elle affirmait recevoir des visions divines, lui révélant que la viande, l'alcool et le tabac étaient toxiques à la fois pour le corps et pour l'âme. En 1866, l'Église ouvre le Western Health Reform Institute pour mettre toutes ces idées en pratique. Au départ, c'est un petit établissement fragile, sans grand éclat. Puis en 1876, tout change. Un jeune homme de 24 ans, énergique, ambitieux, et déjà préparé au leadership par les White, est nommé à sa tête. Son nom, John Harvey Kellogg, qui est petit, nerveux, intense, brillant, et déjà persuadé d'avoir une mission. Il commence même par faire du rebranding avant l'heure. Le mot « sanatorium » ne lui plaît pas. Il trouve que ça sonne trop comme un endroit où les gens vont mourir. Alors, il invente un nouveau mot, « sanitarium », une légère modification orthographique pour insister sur l'idée d'hygiène, de propreté, de santé. Sous sa direction, l'établissement, qu'on surnomme simplement le SAN, se transforme complètement. Ce n'est plus seulement une retraite religieuse, c'est désormais un immense centre de bien-être avant l'heure. Imagine un mélange entre un spa européen luxueux, un hôpital expérimental et un camp religieux puritain. À son apogée, le sanitarium s'étend sur des hectares de jardins impeccables et accueille chaque année des milliers de patients. Des industriels fortunés, des célébrités, des mondains viennent y faire des cures, perdre du poids, se régénérer biologiquement grâce à l'hydrothérapie, aux exercices et surtout au régime très particulier du Dr Kellogg. Et c'est ici, dans cette cocotte minute idéologique faite de science, de morale et de salut, qu'allait naître le petit déjeuner moderne, pas comme une gourmandise, comme une prescription. John Harvey Kellogg est un homme de contradiction extrême. Si tu l'avais rencontré vers 1890, tu aurais peut-être cru avoir affaire à un voyageur du futur, ou à un complet illuminé. D'un côté, il était en avance sur son temps. Il croyait à la théorie des germes, bien avant qu'elle soit largement acceptée. Il s'intéressait à la flore intestinale, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le microbiome. Il défendait un mode de vie basé sur les plantes, l'exposition au soleil, l'exercice quotidien, l'abstinence d'alcool et de tabac. Dit comme ça, on dirait presque un influenceur bien-être moderne. Mais de l'autre côté, sa vision de la santé glissait rapidement vers l'obsession. Pour rendre ce mode de vie biologique mangeable, les cuisines du sanitarium deviennent un véritable laboratoire alimentaire. Kellogg et son équipe expérimentent sans cesse. Viande végétale à base de blé, préparation au gluten, pâte de noix, substituts alimentaires conçus pour être sains, digestes, fonctionnels. En 1895, il dépose même un brevet pour une préparation de farine de noix. Des cacahuètes bouillies, puis broyées en pâte,
pour les patients incapables de mâcher de la viande. En gros, il invente presque le beurre de cacahuète, en essayant de contourner la viande. Mais ce mode de vie biologique avait aussi une face bien plus sombre. Kellogg considérait le corps humain comme une machine qu'il fallait nettoyer en permanence. Le sanitarium était rempli d'appareils étranges censés secouer, stimuler, rincer ou purifier l'organisme. Les patients subissaient des bains glacés, des bains brûlants, des traitements censés choquer le métabolisme. Ceux qui étaient trop faibles pour faire de l'exercice avaient droit à des chevaux mécaniques ou à des fauteuils vibrants qui secouaient violemment le corps pour stimuler les organes internes. Et puis, il y avait son obsession absolue, le côlon. Kellogg croyait que l'auto-intoxication, autrement dit l'empoisonnement du corps par ses propres déchets, était à l'origine de presque toutes les maladies. Sa solution ? Des lavages à l'eau. Et oui, des lavements massifs au yaourt. Tu as bien entendu. Pour lui, côlon propre égale âme propre. Et il était prêt à tout pour obtenir cette pureté-là. Mais l'obsession du docteur Kellogg pour la pureté ne s'arrêtait pas au corps. Elle s'étendait aussi à la génétique. Et c'est là que l'historia devient franchement glaçante. Durant les 30 dernières années de sa vie, John Harvey Kellogg fut l'un des visages influents du mouvement eugéniste américain. Dans sa logique, si une bonne hygiène de vie pouvait réparer l'individu, alors l'amélioration de la race pouvait réparer l'humanité. En janvier 1913, le sanitarium accueille la première conférence nationale sur le Race Betterment, l'amélioration raciale. Plus de 400 experts autoproclamés se réunissent à Battle Creek pour discuter de la manière d'améliorer le stock humain. L'ambiance est une sorte de croisement absurde entre foire de campagne et tribunal pseudo-scientifique. On y organise des concours de perfection physique et mentale. Des enfants y sont mesurés, testés, évalués comme du bétail de compétition. Les gagnants reçoivent des médailles. Les autres deviennent des statistiques servant à justifier la ségrégation. Kellogg publie même un manifeste dans lequel il défend l'idée qu'un nouveau type humain doit émerger. Il affirme que le mauvais patrimoine génétique pollue la société et appelle l'État à intervenir. L'eugénisme positif consistait à encourager les bons à se reproduire. L'eugénisme négatif visait à empêcher les mauvais de le faire. Et cette rhétorique a eu des conséquences bien réelles. Kellogg a contribué à normaliser le climat politique qui mènera à la loi de stérilisation du Michigan en 1923. Sous cette législation, environ 3786 personnes furent stérilisées de force. Et 74% d'entre elles étaient des femmes, souvent jeunes, pauvres, et classées sous des catégories floues comme déficientes mentales ou sexuellement déviantes. Le système visait surtout les plus vulnérables. Donc, quand on parle de l'héritage Kellogg, il faut tenir ensemble deux images. D'un côté, le docteur bienveillant qui invente les cornflakes pour améliorer la digestion. De l'autre, l'idéologue radical persuadé que certaines vies ne devraient tout simplement pas se reproduire. Et pendant que John Harvey Kellogg donne des conférences sur la pureté raciale et la santé intestinale, son jeune frère Will, lui, est au sous-sol. C'est lui qui fait tourner la machine. Et c'est là, dans les cuisines expérimentales du sanitarium, que se produit probablement l'accident le plus rentable de l'histoire de l'alimentation. À cette époque, les deux frères cherchent un moyen de lutter contre l'indigestion. Les régimes américains sont lourds, gras, riches en viande. La dyspepsie est alors une obsession nationale. John Harvey
pense que la solution est de prédigérer les céréales avant même que le patient les mange. Il appelle ce procédé la dextravaillure, avec du blé bouilli qu'ils essaient d'aplatir en fines feuilles de pâte. Et un jour, ils laissent un lot reposer trop longtemps. Quand ils reviennent, la pâte est sèche, caoutchouteuse, apparemment fichue. John veut probablement la jeter, mais Will déteste le gaspillage. Alors il la passe quand même dans les rouleaux. Ils s'attendent à obtenir une feuille de pâte lisse. À la place, le blé éclate. Chaque grain s'aplatit séparément en une mince écaille. Ils décident de toaster le tout au four, juste pour voir s'il y a quelque chose à sauver. Et ce qui sort du four, c'est un flocon. Ils servent ces Granos Flakes aux patients avec du lait. La réaction est immédiate. Les gens adorent. C'est léger, c'est croustillant, c'est simple à manger. Et surtout, ça ne ressemble pas à une brique médicale impossible à avaler. Plus tard, ils appliquent le même procédé au maïs, ajoutent un peu de malt pour le goût et se rendent compte que c'est encore meilleur. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux mythe internet que tout le monde adore ressortir. Les cornflakes ont-ils été inventés pour empêcher la masturbation ? La réponse courte ? Non. La réponse longue ? Pas exactement. Mais on comprend pourquoi le mythe existe. Il est absolument vrai que John Harvey Kellogg était obsédé par la lutte contre la masturbation, qu'il appelait autopollution. Il a écrit des livres entiers pour affirmer que l'activité sexuelle pouvait provoquer l'épilepsie, la folie, voire la mort. Kellogg essayait bel et bien de gouverner les désirs humains par l'estomac. Il voulait un monde où les gens seraient aussi secs, propres et fades que les flocons qu'il leur servait. Mais à l'origine, la digestion passait avant la morale sexuelle. Pendant des années, les frères Kellogg fonctionnent donc comme une machine dysfonctionnelle, mais efficace. John est le visionnaire, le médecin star, le visage public du sanitarium. Will est l'exécutant, silencieux, sombre, pratique, celui qui fait réellement tourner l'ensemble. Pendant des décennies, John traite Will moins comme un frère que comme un serviteur. Mais à mesure que les cornflakes deviennent populaires auprès des patients, Will comprend quelque chose que John ne voit pas. Il ne voit pas seulement un aliment thérapeutique. Il voit le petit déjeuner de tout un pays. Le point de rupture arrive autour d'un sujet finalement très cohérent avec toute cette histoire. La pureté. Will veut ajouter du sucre et du malt pour rendre les flocons plus agréables au goût du grand public. Pour John, c'est une hérésie. Le sucre est un poison, un stimulant. Exactement le genre d'ingrédient que le sanitarium combat. John veut garder le produit pur, limité, rattaché à sa mission médicale. Will, lui, veut industrialiser, vendre, distribuer à grande échelle. En 1906, tout explose. Will Kiss Kellogg claque la porte et fonde la Battle Creek Toasted Cornflake Company. Et immédiatement, il fait tout ce que son frère déteste. Il parfume les flocons. Il lance de grandes campagnes publicitaires. Il met sa signature sur le devant des boîtes. D'ailleurs, le fameux logo rouge Kellogg's, c'est sa vraie signature. Il l'utilise pour montrer aux clients qu'ils achètent l'original, et pas l'une des nombreuses copies qui commencent déjà à envahir le marché. John, évidemment, entre dans une colère noire. Il attaque son frère en justice, arguant que le nom Kellogg lui appartient, à lui, le médecin célèbre. Le combat judiciaire dure des années, mais au final, la justice donne raison à Will. Une rivalité familiale amère qui a transformé un traitement médical en marque mondiale. Pas mal de bagages pour quelques flocons de maïs, non ? Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai envers du décor. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à l'envers du décor, parce que derrière les logos les plus familiers, il y a souvent une histoire beaucoup plus dérangeante qu'on ne l'imagine. L'envers. C'est l'envers du décor.